milieu des quartiers nord, il y a le commissariat du 14e arrondissement. Jean-Jacques Guardiola, surnommé Papa, est un policier de terrain respecté et expérimenté. Il prépare une descente dans une des cités les plus chaudes de Marseille. Eh bien, vous faites ce que vous faites tous les jours. On ne lâche rien, que ce soit les gros, les petits, on attrape tout le monde et on verra après au triage. D'accord ? En passant, je vous félicite pour les résultats du mois de mai qui ont été excellents. Vous savez faire, donc on continue. Allez, on y va. L'armement, c'est prévu. Lanceur. Les flashs, on en a combien ? 2. La mission du jour, reprendre un immeuble occupé par les dealers. Et montrer que les zones de non-droit, ça n'existe pas. Là, on va citer les Flamands. Alors, les jeunes, les dealers, là, ils ont pris possession des halls d'immeubles et ils font un contrôle absolu sur la population en faisant des barrages. Donc, on va essayer de leur démonter les barrages, si on peut, même d'interpeller des gens. Regardez, ils ne sont pas devant. Allez. Oh, putain. Allez. Un premier groupe course les dealers dans les escaliers. Un deuxième reste en protection à l'extérieur. Ces jeunes s'enfuient à scooter, d'autres sont interpellés. Tu restes là, tu restes là. Je vais passer au mur. Le premier groupe arrive enfin au barrage. Laisse filmer, laisse filmer. Des sommiers métalliques, des barrières de sécurité et des caddies de supermarché. Ils mettent des caddies et en fait, ils passent juste leurs mains. Vous passez le billet dans le trou, ils prennent le billet et par le trou, ils vous rendent le produit. Comme ça, on ne le voit pas, on ne peut pas l'interpeller. Là, il y en a un là. Là, celui-là. Allez, on n'arrive pas à pousser là. Je vais essayer de prendre l'ascenseur et de contourner la chose. Il y a déjà eu. D'accord. Les jeunes bloquent l'ascenseur en haut. Comme ça, personne ne peut rentrer dans le bas, ça leur fait un monsieur. S'il y a un incendie, que l'ascenseur ne fonctionne plus, personne ne sort de là-dedans, quoi. Et du moins, tous ceux qui sont au-dessus, hein. C'est quand même très, très dangereux. Dans le hall de l'immeuble, fouille au corps et saisie de stupéfiants. Bon, on a quoi alors là? Vous voyez? Il a un morceau sur lui, le sang qui est parti à lui. D'accord, lui. Et lui? Oui. Le barrage est détruit et jeté sur le trottoir. Le groupe de protection couvre la sortie. Flashball prêt à tirer et grenades de dispersion en main. Donc toi, avec ça, on va te ramener. Hein. Tu habites où, toi? Aux Oliviers. Aux Oliviers. Et vous êtes sûr que c'est ça? Pardon, oui, oui. En fait, tant que vous viendrez ici, on viendra nous aussi et on vous ramènera. Bon, le Toulonnais, vas-y, tu montes dans ta voiture. Tu n'auras pas tous les jours cette chance. Hein. Thierry, va là-bas avec le flash. Vous me les gardez à distance. Allez, mets les mains dans le dos. Voilà. Et là, ils ne vendront pas tant qu'ils n'ont pas reconstruit. C'est trop dangereux pour eux. Comme on court plus vite qu'eux, ils vont se sauver. Mais là, s'il n'y a rien qui nous arrête, on les attrape à chaque fois. Quoi. Donc, nous, on reconstruit. Ça vous arrive qu'il y ait des trucs qui tombent des étages? Oui, il faut bien regarder. Parce qu'il y a pas mal d'immeubles. C'est pas revenu n'importe où. Vous montez tous dans les voitures, sauf les protections. Là. Vous restez, vous les menacez du flash. Une protection haute, tant qu'on n'est pas dans les voitures. Là, sur tout le monde. Au moment de partir, caillassage. Doucez. Ça caillasse un peu, là? Ouais. Mais pointe-les. Ferme-la, la base.
Demain, on est encore là. Hein. Là. Ne nous cherchez pas. Gardez votre place, monsieur. Ah, vous êtes content, vous êtes content. Ouais. Je me régale, ouais. Allez. La première voiture. Montez. Avec tout le monde, ils en profitent du trafic. Il y a une interruption. Ils sont gavés de trafic. Bordel, vous partez. Pourquoi vous restez Il va la fermer ou on va la mener, lui? On va revenir, t'inquiète. J'ai plus rien à foutre ici. Allez, Laurent, rentre. Allez, vas-y. Go. Attention. Voilà, ça finit souvent comme ça. Vous avez dit qu'il fallait regarder en l'air. Hein. Quand toute la cité est contre vous, des fois il y a des cités qui nous aident et tout, mais là, si on n'arrive pas à infiltrer la cité, on recommence chaque fois. Hein. Ils sont énervés, ils n'aiment pas qu'on les contrôle, on va dire, chez eux. Retour au commissariat. Bilan de l'opération, une interpellation avec saisie de drogue et un policier légèrement blessé à la Il y a un caddie tête. qui l'a écrasé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a des blessés ou quoi? Non, mais ça va. Il y a arrêt. Non, mais dites-le moi, je vais annoncer à... Non, mais c'est un caillou. Il y en a un qui a une... Ça gonfle là. Après ça va. C'est sur sa tête. C'est la bagnole. C'est ma tête, je sais pas. C'est plus costaud qu'une voiture, hein. Il y a eu un individu interpellé pour stup que nous allons traiter au BJA 14. Et il y a eu usage des gazeuses et du flashball. Aucun fonctionnaire blessé, pas de véhicule endommagé. Et de l'autre côté, le flashball, il n'y a pas eu d'impact sur un individu. Donc tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un impact? Des marques de pierre sur le toit, la routine. Ah, fais voir c'est laquelle celle-là. Ah, 53-50, ça va. Toujours dans les quartiers nord, la plaque tournante du trafic de drogue, c'est la Castellane. 60 000 € de chiffre d'affaires par jour. Seule solution pour filmer, la caméra cachée. Sur les scooters, les choufs, les guetteurs. Ils contrôlent toutes les entrées. Ensuite, il y a les charbonneurs, les vendeurs. Pour les petits deals, les clients sont immédiatement servis. Pour les plus grosses demandes, d'abord on paye et on vérifie. Pour voir combien il y a, je t'ai pris un billet de ça. Le vendeur fait une réduction de 50 €. Mais attention, la police n'est pas loin. C'est combien? Bon. Remonter sur le boulevard. Attends 2 minutes, laisse-les monter, tu redescends vite. Ensuite, on récupère la drogue plus loin, dans un autre immeuble. Les pains de résine de cannabis sont cachés dans cette grande poubelle. C'est bon produit. Il est bon ou pas? Pas bon, mais il passe bien. Il est fumable, ouais. Pour la prison, même pour la prison, ouais, putain. Et celui-là, combien? Ça, c'est 900 €. 200 grammes. Pas moi. Ouais, je sais. Ces 900 grammes de cannabis seront introduits dans la prison des Baumettes, puis revendus aux détenus. Merci, vraiment. À plus. Juste en face de la Castellane, la Bricarde, 15 000 habitants. Notre guide, c'est Kamel. Il est chauffeur de bus à Aix. Il a toujours vécu dans cette cité. C'est un grand frère. Les jeunes, il les connaît tous. Une cité où il y a un peu de mal-être parce que les jeunes, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de local où rester. Donc c'est un peu laissé à l'abandon. Alors ils restent dans les blocs, ils passent leur temps dans les blocs, voilà. Après, arrivé à un endroit là, où je vous dis couper la caméra, vous coupez la caméra. Voilà, couper la caméra, là, on va monter. Pourquoi il faut la couper, la caméra? Ah, parce que y a des petits jeunes, ils veulent pas se faire filmer en fait. Il y en a qui trafiquent. À Marseille, dans tous les quartiers, il y a des trafiquants. Mais après, voilà, on va pas du jour au lendemain arrêter tous ces trafics, tout ça. C'est un truc qu'on peut pas s'en passer, c'est comme ça. Hein. Filmer là? Ah, comment? Ouais, ça. Plus de merde, ouais. La bouée. Il a coupé. On veut pas vous voir. On ne veut pas nous voir.
Mais après discussion, un vendeur accepte de nous parler. Il a 17 ans. Une condition, ne pas être reconnu. Il nous conduit jusqu'à sa planque. Il deal au milieu d'un jardin d'enfants. Un client arrive. 10 €, 10 grammes de cannabis. En détail, à peu près ce qu'il y a. 50, ça c'est le 10 et la bœuf. Et ça c'est les 20. Il y a le patron qui ramène tout ce qu'il faut, quoi. Et voilà, dès le matin, je commence à me poser. Et voilà, je vends, je fais ma journée. Je peux faire 1500 en une journée, ou je peux faire 2000. Jusqu'à 2000 € par jour. Un réseau parfaitement organisé et hiérarchisé. D'abord, il y a le guetteur. Il est payé environ normalement 50 € par jour. Après, il y a le charbonneur. Le charbonneur est payé un peu plus, 80, ou des fois ça dépend, 100, ça dépend de ce qu'il fait le réseau, 150. Et après, il y a le gérant. Le gérant qui s'occupe des guetteurs, tout ça, il paye les guetteurs. Ça marche comme ça, voilà. Après, il y a le patron. Il y a les mobiles aussi, des fois, guetteurs mobiles, en scooter. Quand la police rentre, ils montent. Ils disent un peu Akha, et voilà. Ça crée Akha quand ils sont là, quand il y a la police. Quoi. Et ils viennent souvent? On peut dire que c'est chaud en ce moment. Parce qu'on les voit souvent. Ils nous regardent de travers, ils nous font un peu chier, quoi. Dans tous les quartiers, on voit que l'école ça ne nous plaît pas, qu'on n'arrive pas, et voilà, que c'est pas pour nous. On voit que là on gagne très bien 70 €, 80 € de 1 heure jusqu'à 6 heures. On n'hésite pas. À 18 ans, voilà, il n'y a pas mieux. Même si c'est risqué, voilà, c'est un nos risques et périls. Mais le risque, c'est quoi? C'est qu'un autre réseau vienne? Enfin, un patron quoi, de notre réseau, il peut venir ici. Le jour ou l'autre, il peut voilà, tirer, nous allumer, voilà, mettre son réseau ici. Maintenant, c'est comme ça ici. Hein, il peut poser son réseau ici, nous tirer dessus, voilà. On meurt à 17 ans, 16 ans. Ça peut venir de partout ici, le danger. Je peux me faire tirer dessus, pas voir la police ou quoi. Je me fais péter, je rentre en prison. C'est un truc qui me passe vite dans la tête, mais j'ai pas peur, en fait. Je sais pas ce que je vais devenir, ce que je vais être. À un moment, il va falloir travailler professionnel, faire des trucs un peu. On entre dans le monde professionnel, voilà. C'est ça qui est le plus dur. Quand on arrive à gagner des 90 par jour, on est jeune, tout ça. Pour nous, ça y est, la vie elle est facile. On vit chez notre mère, on paye le loyer 600 €, on l'aide des fois un peu. Voilà, ça c'est une belle vie, tranquille. Nous retrouvons Kamel, toujours à la Bricarde. Il nous emmène au local. Depuis la fermeture du centre social, c'est là que les jeunes se retrouvent. Dans les quartiers nord, 1 jeune sur 2 est au chômage. Pour passer le temps, ils font d'interminables parties de baby-foot. Là, c'est un petit peu un lieu de rencontre où ils peuvent tous se réunir. Quand un jeune il a un problème, on le voit. Le petit commence à dérailler un peu. Bon, on essaye un peu de le remettre sur les rails, mais bon, on n'est pas comme je vous ai dit, on n'est pas ses parents, on n'est pas ses frères, ses sœurs. On essaye de lui donner les meilleurs des conseils. Après, c'est à lui de les suivre. Mais bon, comme je vous ai dit, un peu, ce quartier il a été laissé un peu à l'abandon. Il y a de moins en moins d'éducateurs. Pour les jeunes, il n'y a pas assez de soutien. Il joue aux cartes sous le regard protecteur de Kader, le gérant du local. On arrive à essayer, pas faire, essayer d'être avec eux, les accompagner dans le boulot. Moi-même, tout le temps, je leur pose la question, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas, parce que bon, je connais les parents très bien, on a grandi ensemble. La plupart, ils sont tous nés là. À 7-8 ans, ils savent très bien où ils vont, parce qu'ils grandissent tout seuls. Bon, tout seuls, entre guillemets, parce que les parents, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui veulent que leurs enfants y réussissent, et leurs enfants n'y réussissent pas. C'est pas l'horreur, mes frères me manquent. Je suis pas acteur, à part mon propre film. Quartier Nord, je le vis, qui viennent, qui filment, qui copient, qui pompent. Je suis scénariste, armé d'un fusil à pompe. La mort, j'ai croisé, je prends mes devants gros. J'en place une à ton CEO, qui a pas état d'armer son flingue, frérot. Je veux pas du mal, mais le mal vers moi, Je vais niquer sa mère en tout azimut. Nous, on n'est pas des putes, on prend soin des enfants, on les protège. La musique, on l'a appris sans solfège. Je fais du rap léger pour les confirmer. Laisse-moi m'envoler. Non, je veux pas ton succès, non. Je veux pas sucer, tenir le coup avec de la coque. Nani, ça fait des
Tout le monde le sait, il y a de la drogue, on a la possibilité d'y aller, on y va pas, mais on sait les risques. On va se faire tuer, on va pas se faire tuer. On n'est pas, c'est pas j'ai mon CDI, je suis devant le poste, c'est tranquille, il y a des risques. Hein. Les risques, ceux qui les prennent, ce sont que des grosses couilles. J'ai déjà vendu. On n'a pas d'argent, et faire quoi? Il faut que je fume. Il n'y a que ça pour me calmer, pour que le manque d'argent. Retour au commissariat du 14e. Cette fois, Papa et ses hommes ciblent la cité de la Busserine. Rien n'est laissé au hasard. C'est une opération délicate. Délicate, oui, de par la configuration, parce qu'on va monter par les toits, et de par le contexte, parce que c'est en plein milieu de la cité, il y a beaucoup de monde. Donc il faut avoir le bon timing et un poil de chance pour réussir à attraper le dealer. Et eux, ils arrivent par où? Par là? Ouais, par le D'accord. Par le Porsche, là. Ils descendent, ils montent dans l'immeuble. Dans la voiture, il reste Julien et Blond, qui vont se mettre devant. On bloque la porte. Le type a certainement un survêtement clair et apparemment il n'a pas de sacoche, il aurait les sachets dans l'escalier, même le sol. Et on met tous les véhicules prêts à partir, que si ça part en live, quoi qu'il arrive, on ne polémique pas des heures. Hein. On prend, on revient là, on s'en fout, on aura gagné ou perdu, on s'en fout. J'ai une bombe lacrymogène en cas d'invasion des individus présents sur place pour pouvoir nous protéger, nous extraire au besoin. 9 mm, parabellum, efficace. Nous avons des grenades de dispersion. Voilà, on la tient là. On a 1 seconde 5 pour envoyer. Comme souvent, 2 équipes sont prévues. Objectif, prendre les dealers en tenaille. La première équipe entre prudemment dans la cité. Dans 10 secondes on tape. Cool, Jules. Je dirais quand nous arrêter. Continue. Vas-y, stop. Top les amis, top. La deuxième équipe entre en action. C'est reçu? Ouais, reçu. Putain, il y en a là, quoi. Une fois le dealer repéré, course-poursuite dans les escaliers. Mais il a été prévenu par les guetteurs. Le dealer est debout sur cette trappe, il empêche les policiers de la soulever. Il est monté, Laurent, il est monté. Il y avait qui part sur le toit vers le B5, B6. C'est reçu? En bas, problème aussi pour la deuxième équipe. Ben, ils mettent simplement une cale comme ça et ça empêche d'ouvrir. S'ils vous connaissent, ils ouvrent, c'est-à-dire les habitants. Ouais, je t'écoute. Il y a une description du gars? Oui, c'était un nain avec les cheveux décolorés. Vous voulez pas commenter au B5? Il recherche un NA, un Nord-Africain. Il décide de passer par l'immeuble voisin. Enfin, ils arrivent sur le toit. D'après Thierry, il n'est plus dans les étages, sur le toit. Mais le dealer a disparu depuis bien longtemps. Il me semble qu'il est descendu, hein. B5 ou B6, hein, mais pas au-delà. Confirmation, sur le toit il n'y a plus personne. T'as vu quelque chose ou pas? Jean-Jacques fouille quand même les caches habituelles. Bon, donc il s'est enfui là. Là, il y a de grandes chances pour qu'il soit rentré dans l'immeuble à côté et après dans un appartement, vu qu'il n'est pas ressorti par en bas. Il est déçu, mais il n'a pas tout perdu. Là, en fait, je regarde parce qu'on a un autre plan stup qui se situe juste là. Et j'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait bien le voir, quoi, de là. Le gars se tient derrière le bouquet d'arbres sur les terrains de tennis, là, et il sert les gens qui arrivent sur le stade, là. Ce réseau, Jean-Jacques s'en occupera plus tard. Le mec, il était sur nous, sur la trappe. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à la lever. Et quand on a refait le truc, il y avait le police qui fait. Pour l'instant, il faut faire le maigre bilan du jour. Aucune interpellation, mais une petite saisie de stupéfiants quand même. On va pas toucher, on va poser. 112, 112. C'est jamais s'il y en a qui se... Et 119. 231 grammes.
Bah, il faudrait les compter, mais on ne veut pas toucher parce que des fois on fait des prélèvements d'ADN dessus, donc on est dedans. J'arrive avec un Calléghan qui la remet dedans. Là, il y a 400 ou 500 € par sachet à peu près. Ouais. Mais bon, là, il a perdu une brave journée quand même. Le soir même, à Saint-Louis, dans les quartiers nord, 7e règlement de compte de l'année. Peu après la fusillade, comme d'habitude, Jacques Dallest, procureur jusqu'en juillet dernier, arrive sur les lieux. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'un coup de fusil de chasse a été tiré sur la victime, plutôt dans le bas du corps, au niveau des reins. On a une dizaine de projectiles qui semblent être projectiles d'une cartouche, qui l'ont atteint mortellement. Ça vous étonne de voir un crime de la sorte Rien ne m'étonne plus, vous savez, on a toute forme d'homicide, sauf que malheureusement on a trop souvent des règlements de compte, on a eu des crimes de toutes sortes à Marseille. Il y a le père là. Mais je suis son père là maintenant. Non, mais on n'a pas dit qu'il y avait des soucis. Il veut voir le corps de son fils. Impossible car les enquêteurs analysent la scène de crime. Ça fait le mot. Des assassinats comme celui-ci, il y en a en moyenne 2 par mois à Marseille. Le lendemain matin, au palais de justice, nous retrouvons le procureur. Des règlements de compte, il en a vu des dizaines. Dans les quartiers nord, pour être respecté, il faut tuer. Ceux qui sont un peu plus malins que les autres et un peu plus violents, qui ont une capacité de violence, être capable de flinguer ou de mettre à l'amende, c'est aussi un marqueur. C'est ça, comme ça que se dégagent des chefs, des petits chefs. Et c'est aussi une façon de s'imposer. Si vous n'êtes pas capable de flinguer ou de tirer, vous n'êtes pas crédible dans la cité. Quand on arrête un trafiquant, ce qu'on appelle un gérant, celui qui gère, on le met en prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse la place. Donc un autre va prendre la place. Le gérant en question, il peut télécommander l'exécution de celui qui lui a pris la place. Même chose quand le gérant a fini sa peine, ou quand il est mis en liberté, il sort de prison. Et là, il va inquiéter ceux qui lui ont pris la place. Et on va le tuer. Et un certain nombre de jeunes qui ont été tués ces 2 dernières années étaient sortis de prison pas très longtemps avant, voire le jour même. Des guerres de succession pour le contrôle des réseaux de drogue, c'est ce qui explique en partie la violence à Marseille. Ces jeunes armés de Kalachnikov, Gilles Tachon les a traqués pendant 30 ans. Policier à la retraite depuis peu, il nous emmène sur les lieux d'un règlement de compte, celui qui a tout déclenché. C'est lui, la victime. C'est un véhicule qui est arrivé donc, dans ce sens-là. Et qu'il y avait le groupe de jeunes qui étaient réunis, qui fumaient donc leur pétard tranquille qui était là. Et puis bon, il y a un différend commercial certainement qui a eu lieu. Et puis ils sont descendus à 3 et puis ils l'ont écarté du groupe. Et puis le gars donc a été abattu. Et je vois que vous voyez, à Marseille, donc, on entretient encore la mémoire donc, de ces gens qui sont tombés. Mais lui, c'est la première victime donc, de la guerre des gangs des cités. Parce que gang, c'est un grand mot. La plupart des concitoyens donc, ils sont attristés par ce genre de phénomène, mais enfin, ils comptent les victimes et puis ils se disent, bon, un trafiquant de moins. Maintenant, un jeune de 16 ans, une arme de guerre dans la main, il va l'avoir facilement, il va se la procurer parce que l'argent, il l'aura. Et puis, il viendra vous déglinguer, il viendra vous tuer, pour un oui, pour un non, pour un moment d'humeur, un rail de coque dans les narines, et puis c'est terminé. Et puis, il monte au feu, il monte au combat. Puis, il n'y a aucun problème, là, il viendra vous flinguer. Ensuite, direction la cité du Clos-la-Rose. Visite guidée. Dans cette cité, c'est un point d'entrée.
sur votre droite, près du local poubelle. Vous avez ici donc, le gars qui se met là donc, en surveillance pour les véhicules suspects, en criant le hara. Hara, en voulant dire, donc c'est la police scapée. La seule chose qui manque, c'est le fauteuil. Un peu plus loin, un dealer a été abattu. Un enfant de 11 ans passé dans la rue, il a été blessé d'une balle dans le cou. Une Alfa Romeo et une Jetta Volkswagen sont venus, qui ont mis pied à terre, ils ont tiré sans sommation. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que bon, il y a bien différentes cités, entre clans, et avoir donc la même mise sur tous ces quartiers, sur ces cités qui sont à 100 mètres d'un vol d'oiseau, c'est des sommes donc considérables, 20-30 000 euros par jour. Sur le mur, cette plaque en mémoire du dealer, à la fois acteurs et victimes de la guerre des gangs. Victimes eux aussi, les habitants des quartiers nord. Ils manifestent régulièrement sur les marches de la gare Saint-Charles. Beaucoup de mères de famille, parmi elles, Baya. C'est mon fils, Nabil Djiyoyo. On me l'a tué le 16 mars 2013. C'est le petit qui a été retrouvé dans la voiture calcinée à la SNCF. Voilà, moi je suis là pour mon fils et pour tous les quartiers de Marseille. Tous les mois, on enterre quelqu'un. Stop, on en a assez. C'est plus possible. Dès qu'il y a un règlement de compte et qu'on entend qu'il y a un enfant de 19 ans ou 18 ans qui a été tué, on est là toute la nuit à savoir en téléphone, pendu au téléphone pour savoir si c'est notre enfant ou c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Alors il y en a marre de voir toute cette violence. Trop de morts et pas assez de moyens pour les centres sociaux dans les quartiers. Nos quartiers sont morts, les centres sociaux, il n'y en a plus, alors que les centres sociaux faisaient beaucoup de choses pour les petits. Moi, j'allais au centre social de Fontvert et c'était super bien, il n'y avait aucun minot dans la rue. Dans la manifestation, c'est deux femmes politiques. Elles sont cousines, représentantes des quartiers nord. Nora Preciosi, conseillère municipale UMP, et Samia Gali, sénatrice socialiste. Les morts, on ne les invente pas, les blessés par balle, on ne les invente pas, c'est une réalité. Il faut maintenant sortir de ça. Il faut que pour pouvoir sortir de cela, il faut tout simplement permettre aux enfants de réussir. Et quand je vois 46% dans certains quartiers de jeunes qui sont dans le décrochage scolaire, ben je m'inquiète. Je m'inquiète pour cette ville. La question du transport en commun, la question, je l'ai dit, de l'emploi, de la formation, c'est de la question du logement aussi, le mal vivre aujourd'hui à Marseille dans les cités, ben c'est insupportable. Le soleil, la mer et Notre-Dame, ça ne suffit pas comme cliché pour redorer et donner réellement de la force aux Marseillais. Les mères de famille des quartiers nord ont créé le collectif du 1er juin. Elles ont rédigé 23 propositions sur l'emploi, la police ou le logement. Aujourd'hui, le schéma est catastrophique. Vous avez toutes ces mères ici qui pleurent parce qu'il y en a la plupart d'entre elles ont perdu un enfant, un neveu, un fils, un petit-fils. Donc si on est là, c'est pour la solidarité. S'il y avait eu un suivi scolaire, si on avait pris ces enfants en charge, eh ben aujourd'hui on n'en serait pas là. Aujourd'hui on manifesterait pour acheter des livres, pour voyager, visiter Versailles, visiter d'autres pays que les quartiers nord de Marseille. Les mères de famille attendent maintenant les réponses des officiels. Retour au palais de justice. À Marseille, le taux de délinquance des mineurs est largement supérieur à la moyenne. Des délinquants de plus en plus jeunes, Maître Gioia en défend régulièrement. Aujourd'hui, vous avez des gamins, 12, 13 ans, 14 ans, ils sont armés d'armes de poing, ils sont armés de lance-roquettes, de kalachnikov. C'est des gens qui ne savent pas du tout, c'est des gamins, c'est des enfants qui mériteraient 2 gifles, mais que plus personne n'ose corriger, parce qu'ils sont sans autorité, sans cadre, et qui n'obéissent plus à aucune norme, à aucune morale, à aucun texte, à aucune autorité. Ces gamins-là utilisent des armes qu'ils ne savent pas manipuler. Et nécessairement, ça crée des situations complètement terrifiantes pour tout le monde. C'est des groupes qui se montent non plus par spécialité, mais par cité, par territoire, sur des coups bien précis. On se rencontre un soir, on est 4-5, on va faire un coup. Et puis le coup qui est réalisé, il n'est pas préparé, il est fait par des gens inexpérimentés, des gamins qui sont avides d'exprimer un mal-être, une souffrance, un mal de reconnaissance. Maître Gioia nous propose de rencontrer l'une de ses clientes, Wafa. Agressée plusieurs fois, elle a été obligée de quitter Marseille. C'est une chose qui devient banale, c'est les agressions. Là où aujourd'hui j'ai mis une robe, mais d'habitude on essaie de se cacher puisque c'est quand même... faut éviter de provoquer les personnes. Et vous avez été agressée ?
J'ai été séquestrée, on va dire. C'était assez violent. J'en ai même pas parlé à ma famille tellement c'est banal sur Marseille. J'ai pris pas mal de coups. C'était un boxeur. Et pendant 6 mois, je n'ai pas pu bouger puisque j'avais des bleus tout le côté. Dans sa famille, elle n'est pas la seule à avoir souffert. Son frère a été sauvagement mutilé. Ils l'ont assommé avec une bouteille de bière. Ils l'ont mis sur le dos et ils l'ont attaché. Enfin, ils l'ont bloqué. Et une personne qui a arraché un des yeux en le montrant comme si c'était un acte de victoire. Voilà, j'ai le pouvoir et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire sans l'autre œil? Donc, celui-là, on l'a retrouvé dans le caniveau, cet œil-là. L'autre, on l'a récupéré, il y a eu 19 heures d'opération pour récupérer le second œil qui tenait. Tout simplement. Voilà. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas. On ne sait rien. C'est des actes gratuits, c'est la drogue, l'alcool, ça détruit tout le monde. Et quand j'ai posé la question à certaines personnes qui étaient là, qui étaient présents, donc ils nous ont dit mais on ne sait pas pour qui, on n'est pas des balances. Celui qui a arraché l'œil du frère de Wafa s'est pendu en prison. Des dossiers d'agression, Maître Gioia en a des dizaines. Parmi ses clients, des bijoutiers, cibles privilégiées des 30 vols avec violence ou à main armée qui se déroulent chaque jour. Le délit à la mode, c'est l'arrachage des colliers en or, 20 par jour. Le cours de l'or est élevé, donc l'or se vole, s'achète et se revend très facilement. Gilles Morel a été braqué 3 fois en 6 mois, 30 000 € de perte. Vous l'avez porté une fois, déjà vous aviez remis. Ils sont arrivés très violemment, ils ont enfoncé la porte qui n'était pas celle-ci, puisque là maintenant on a mis un sas, mais il y avait une porte assez simple, avec ouverture, gâche électrique. Ils ont défoncé la porte, ils sont rentrés avec des pistolets ou des massettes, ils ont cassé toutes les vitrines intérieures, ils ont neutralisé les personnes qui étaient là et ils ont demandé d'accéder au coffre. Et donc ils ont pillé le coffre, ils ont pillé les vitrines. Donc c'était très violent, on essaie de se protéger, on essaie de ne pas prendre trop de risques, on n'a pas le temps de réagir, de réaliser ce qui se passe parce que c'est soudain et puis ils arrivent en nombre. Le problème, c'est que dans le lot, il y avait quand même 2 mineurs et ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on se demande comment des garçons aussi jeunes prennent autant de risques. Depuis ces braquages à répétition, il a investi dans la vidéosurveillance et un sas de sécurité. Surprotégé comme dans une banque, mais avec toujours la peur au ventre. À Marseille, les armes sont aussi du côté des citoyens exaspérés. Cette famille est victime de l'autodéfense. Antoine venait, semble-t-il, de cambrioler un appartement. Le propriétaire lui a tiré dessus et l'a tué. C'est une assassine, ce monsieur. Je veux que le lève la tête. Un petit comme ça de 15 ans, on se tue comme ça. Il faut pas. Je ne peux pas vous dire exactement comment ça s'est passé, mais je pense que c'est comme ça, là. Je pense qu'il est rentré là, dans cette... devant le portail, là. Je pense, d'après les bruits qu'ils ont dit, il est rentré là-bas, dans la maison au-dessus, là, du premier étage. Soi-disant, il est rentré en bas pour voler, je ne sais pas quoi. Parce qu'ils ont rien trouvé, ils ont trouvé une souris d'ordinateur, parce qu'il n'avait rien sur lui, le petit. Et je pense qu'il est parti en courant, il a sauté le portail, il se retrouvait là, par terre, directement par terre, jeté comme un chien. À l'époque, il avait 15 ans. Monsieur l'assassin, quand ils ont fait la perquisition, les flics, ils ont retrouvé un arsenal. Il a l'habitude. Et monsieur se permet de dire, dans la première déclaration, il a tiré pour faire peur. Si on veut tirer pour faire peur, on prend un 12 ou un 16 qui fait énormément de bruit. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un 22 de l'orif. Et un 22 de l'orif, il ne fait pas de bruit. Il a assassiné mon fils, il a assassiné.
Le 22, c'est une arme de précision. C'est une arme pour tuer. C'est ça qu'il a voulu. Il a voulu tuer. Chaque samedi, la famille d'Antoine revient sur les lieux du drame. Elle attend le procès. Le tireur est toujours en détention préventive. La violence est partout, même à l'hôpital. Hôpital Nord, Quartier Nord, service des urgences. 135 patients sont pris en charge chaque jour. En 5 ans, les agressions contre le personnel ont augmenté de 80%. Par exemple, en août dernier, un patient blessé par balle et arme à la main a menacé plusieurs infirmières. Pour soutenir et rassurer, une cellule de soutien psychologique a été créée. Une cellule mise en place par le docteur Jean, le médecin-chef des urgences. Ça va. Bon. Un certain nombre de problèmes de violence trouvent leur origine ici, dans ce lieu qui est vraiment le point chaud des urgences, qui est la salle d'attente. Claques, coups de poing, tentatives de strangulation, griffures, morsures, crachats. Dans 10 minutes, elle doit être encore à l'extérieur. Il y a quelques mois, à qui on avait refusé, dans un premier temps, l'entrée des urgences parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dont il fallait s'occuper, donc il devait attendre, qui a fracassé à coups de poing la porte d'entrée, là, qui a complètement explosé de rage. La présence d'un agent de sécurité est devenue une nécessité incontournable. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir eu peur? Peur? Non, peur non. Choqué, oui, par le comportement des gens, oui. J'ai eu une intervention ici au Cap 48, de personnel psy. Il était un peu agité, un peu agressif, il est sorti. On l'a interpellé et tout. Il dialoguait et tout. 5 minutes après, je ne sais pas ce qui est passé. Il a donné un coup de tête à mon collègue. Voilà. Après, il s'est enfui. Ça m'a choqué. Et une autre fois aussi, un patient qui était venu, je ne me rappelle plus exactement pourquoi, et ça ne relevait pas du tout du service d'urgence. On avait le service qui était complètement bondé. Et donc, c'est pas qu'on l'a refusé, on l'a réorienté sur un médecin généraliste, puisque donc on ne peut pas refuser les patients, mais on les réoriente au mieux. Et là, non, c'était carrément menace de revenir avec une kalachnikov et de me tuer. On a toujours quand même un peu l'appréhension de se dire s'ils vont vraiment revenir. On a des collègues qui se sont fait prendre en photo avec des menaces. De toute façon, je t'ai en photo, je vais revenir, je vais te tuer. On a eu une fois un monsieur qui s'est présenté à l'accueil, il est arrivé, il a posé son pistolet sur la banque au niveau de l'accueil. En plus de la cellule de soutien psychologique, un système d'alerte 24 heures sur 24. Il y a là un bouton que l'on peut enclencher. C'est un point d'appel auprès des forces de police. Ça sonne au niveau du commissariat, enfin de ce secteur. Et à ce moment-là, donc les forces de police sont susceptibles donc d'intervenir très rapidement. Et on est très content de voir arriver les gros bras de la police qui viennent nous aplatir quelques agités. Et c'est indispensable. Les agités, la justice les condamne sévèrement. Pour l'homme qui a fracassé la porte des urgences, 10 mois ferme. Attention, ça va très vite. Il y a eu pas mal de carreaux. Les quartiers nord, c'est 400 000 habitants. Yamina Bencheni y a toujours vécu. Elle a participé à la rédaction des 23 propositions de la marche contre la violence. Une violence qui commence souvent dès l'école. Là, vous avez le collège maçonné, où il y a eu 7 petits qui ont été scolarisés, qui sont décédés à cause des trafics. Ils ont été tués avec des armes à feu. Ils avaient quel âge? Entre 17 et 22 ans. C'est les premiers qui tombent dans l'engrenage. C'est les plus vulnérables, c'est les plus fragiles. Ce sont des ados. C'est aussi des mamans fragilisées, vulnérables, endettées. Voilà. C'est trop facile de montrer du doigt et de stigmatiser les gens en disant vous êtes dans le trafic, vous êtes complice, vous êtes responsable. Non, c'est trop facile. Le problème, il est un peu plus complexe. Améliorer la qualité de vie dans les quartiers nord, c'est le combat de Yamina et du conseil de copropriété de la Simiane. Pour chasser les dealers, barrières de sécurité et digicode. Voilà, ça fait partie de qui, ça, en compétence? Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Tout le long, ils sont ouverts. Venez voir. Voilà. Les 23 propositions, c'est de réaménager ces espaces et de les fermer. Pourquoi c'est laissé comme ça? C'est des belles cachettes. C'est des cachettes communes, collectives, qui appartiennent à personne.
mais qui sont censés appartenir à quelques-uns. Et ils cachent quoi dedans? À votre avis? Pour pas se faire attraper sur soi, qu'est-ce qu'on fait? Et tout le long, c'est comme ça. Les politiques disent, on vous comprend, on va essayer de voir, on va essayer. Quand ils sont élus, ils promettent, et une fois qu'ils sont élus, ils vont essayer. Donc ça fait des années, je pense qu'ils doivent essayer. Essayer d'aider les habitants, c'est ce que fait Nora Preciosi. Elle est conseillère municipale UMP. Au menu, couscous avec les femmes du quartier. Bon les filles, c'est bon aujourd'hui le repas? Excellent, excellent, délicieux. Et la prochaine fois, c'est quoi? L'aïoli? Ou peut-être paella. Ah ben c'est super. La cité de Fontvert, elle y est née. Elle la défend et elle veut la nettoyer de toute Et corruption. on s'est aperçu qu'il y avait des élus qui étaient corrompus, qui sont condamnés, qui ont donné des subventions à de fausses associations. Ça fait 18 ans que ça dure ici. De donner de l'argent à des voyous des quartiers pour avoir un électorat. C'est pas ça faire de la politique. Il y a l'avenir des enfants, des petits, qu'il y ait un suivi scolaire, qu'on parle de la culture. La culture, c'est pas que le foot. C'est vrai qu'on a Zidane, bravo Zidane, on est fiers de lui, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, ce qu'il y a en ce bar, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Pour les enfants, c'est pour les jeunes, les enfants travaillent. C'est une génération perdue. En tant que femme, comment vous la ressentez cette journée? On est catalogué. Pour l'instant, il n'y a rien qui se fait. On veut du changement et c'est maintenant. Dans les quartiers, on n'est pas en sécurité en fait. Voilà, donc la police vous les appelle et ils ne rentrent pas, ils ne viennent pas, ils interviennent bien. Donc ils ne vont pas venir sur place, après 1 heure ils arrivent, mais c'est trop tard. Hein. Et le manque de sanctions, parce que même s'ils viennent et qu'ils font une tour du rond-point et qu'ils repartent, ça ne sert à rien. À quelques mètres de là, nous retrouvons Jean-Jacques et ses hommes. À l'extérieur de la cité, contrôle des véhicules. À l'intérieur, vente de stupéfiants. Mais aujourd'hui, ils ne contrôlent pas les dealers. Pour asphyxier le trafic, ils cherchent les acheteurs. Là, on est dans la cité Fontvert. On regarde les véhicules qui rentrent et qui restent, on va dire, 3-4 minutes, pas plus. Pour nous, c'est un signe qu'ils vont acheter de la résine de cannabis. Ah, le scooter, là, à 2 et la Fiat 500. Et on ne peut pas les laisser faire ça en toute impunité. Il faut qu'on les gêne absolument. Pour un acheteur récidiviste, en théorie, c'est 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Vous avez une idée pourquoi on est là? Non, parce qu'on sort de la Parce que tu as touché aussi. Tu vas me donner ton produit stupéfiant. Voilà. Hein, comme ça, on ne va pas polémiquer longtemps. Puisqu'on te voit, il n'y a pas de souci. Allez, vas-y. Voilà. Donne tout. Après, voilà. Là, c'est des combien, ça? C'est des 20. 60 €. Je vais t'amener. Aujourd'hui, ça va... Écoute-moi. Normalement, c'est une condamnation et des trucs un peu plus précis. Aujourd'hui, tu joues au foot, toi? Non, du tout. Bon, dommage. Aujourd'hui, ça va être comme au foot, pourtant. Carton jaune, ça veut dire on ne le refait plus. Tu nous suis? En discutant, Jean-Jacques essaie d'obtenir quelques informations. Ils le savent, les gens, où c'est exactement. Ah, tu es connu. Parce que d'habitude... Pas question d'être connu. Je veux dire, là-bas, j'ai pas l'habitude d'aller là. Moi, je vais pas là d'habitude. D'accord, tu vas où? Ça dépend. Ouais, on les connaît tous. Hein. Ça dépend. Je peux te les citer. Tu vas au Flamand ou pas? Non, Flamand, Busserine, il est pas bon le chien. Paternelle, Bassins. Ouais, la paterne, en ce moment, ouais, là, ça j'ai vu. C'est chaud. Ça j'ai vu ce qui s'est passé à la télé, ça. Ah, quand même. Dans toutes les cités où tu vas, il y a des policiers, des CRS. Tu n'as pas remarqué ça? C'est comme tout, c'est le jeu du chat et la souris, quoi. Ah, tu joues quand même, tu le sais, mais tu joues. Je peux pas le nier, quoi. Je suis fumeur, voilà. D'accord. Il sera convoqué pour un simple rappel à la loi. Pour arrêter les trafics à Fontvert comme ailleurs, Samia Ghali, sénatrice socialiste, a une idée. Ce samedi, elle célèbre un mariage. C'est avec un grand plaisir que je célèbre aujourd'hui votre mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Son idée est simple, déployer l'armée dans les quartiers.
quand vous avez des cités où il y a des armes de guerre qui se baladent, où les enfants achètent, je dis bien les enfants, parce que quand on a 13 ans, 14 ans, pour moi, c'est encore des enfants. Ils sont capables de s'acheter des armes de guerre comme on achète une paire de baskets. Ben, ça pose un problème, donc j'avais demandé l'armée pour désarmer les cités. Et l'armée pour interdire aux consommateurs de venir dans ces quartiers. Parce que ces consommateurs, quand ils viennent, ils ont le sentiment finalement de ne pas faire de mal, mais si, ils font du mal parce que c'est eux qui font prospérer le trafic, et plus le trafic prospère, et moins les gens dans les quartiers peuvent vivre normalement. Vous avez même des enfants dans les quartiers qui pensent que dealer, c'est un métier. En tant que maire, elle aide les jeunes à trouver un emploi. Elle avait 4 postes à proposer. Sur 40 qu'on a contactés, il y en a 10 qui sont venus. Sur les 10, il y en a 4 qui sont venus au deuxième entretien. Et sur les 4 qui sont venus au deuxième entretien, ils ont eu des CDI. Et il n'y en a qu'un qui est allé travailler. Aider les jeunes des quartiers nord, un sacerdoce pour le centre social Saint-Gabriel. Bonsoir. Bonsoir, serre-moi la main, bonsoir. 4 soirs par semaine, Jean-Charles Bouaniche organise le soutien scolaire pour 35 collégiens. Ouais, en fait, ils ont pas et on va les faire travailler là-bas. Ah ouais, d'accord. Alors, on va là-bas. Hein? Je peux le 6e. Allez, vas-y. Allez. Jean-Charles travaille à Saint-Gabriel depuis 25 ans. Les animateurs sont bénévoles, ils sont étudiants en école de commerce. Avec des subventions de plus en plus faibles, Jean-Charles propose tant bien que mal des ateliers vidéo, des cours de danse et des sorties culturelles. Des fois, il y a des leçons que je ne comprends pas trop. Je viens ici et les tuteurs, ils m'aident. Et voilà, et je comprends mieux ma leçon. Et pourquoi tu travailles mieux ici qu'à la maison? Parce qu'il y a des tuteurs qui nous aident à faire nos devoirs. On est dans un quartier où les gens ont très très peu de moyens. Élever des gamins dans des cités aussi difficiles que ça, c'est proche de l'héroïsme. Et ben ils suivent leurs enfants de près et ils veulent la réussite. Pour eux, l'école, c'est l'ascenseur social. Bien sûr, il y en a toujours qui s'en sortent pas, qui finissent délinquants toute leur vie, mais moi je dis que sur le quartier, 98% des jeunes sont extraordinaires. Ils ont des projets. Après, il y a 2% de délinquants. Les 2% de délinquants sur un confetti. Ces territoires, ils sont petits, ils sont très peuplés. Forcément, si on fait un rapport mathématique, on trouve beaucoup de délinquants. On trouve toujours les mêmes 20, 30 jeunes qui sont là, et qui commettent des actes. Nous, notre stratégie avec eux, c'est de garder une porte ouverte. Quoi. On peut être là, voilà, on peut éventuellement te filer un coup de main. Après, le reste, c'est une affaire de police. Ça dure le mec. La police, les règlements de compte, la drogue, les armes, c'est un sujet fréquent de discussion au collège. La violence, ces jeunes la vivent quotidiennement. C'est pas l'heure, qu'est-ce que là, on dirait en train de parler de là. Quand on dit qu'il y a de la violence à l'école dans les quartiers nord, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Ça dépend du collège. Ou des écoles, ou je sais pas. De partout, il y a de la violence, c'est pas que ici. C'est toi qui fais la violence. Je sais pas, c'est quand les gens ils se font frapper. Quand il y a des coups. Non, ça m'a même pas trouvé. Même pas, des fusillades. Comme ça là. C'est vrai. À Fond-Vert, il y en a eu tarpin. Tais-toi, pourquoi tu dis Fond-Vert? Mais parce que c'est vrai. On dirait que c'est chaud. Mais oui, c'est chaud. C'est quoi chaud? C'est chaud parce qu'il y a la drogue, il y a tout, hein. C'est voilà. Ah, il fait chaud là. Mais il n'y a pas de violence, ils se frappent comme ça, il y en a pas à Fond-Vert, hein. Ouais. Non, c'est pas que je sors pour aller à l'école. Des fois, quand je sors, je ne suis pas en sécurité. J'ai peur, il y a des jeunes de partout, on n'a pas l'habitude, on n'est pas en sécurité. L'un des repères de la jeunesse marseillaise, c'est Ayam, 25 ans de rap. Dans leur dernier album, le morceau Notre-Dame veille évoque Marseille et ses dérives. La violence est en dents de scie. Il y a des moments où elle est en bas, où il fait plutôt bon vivre, il y a des moments où elle remonte. Dès qu'il y a un resserrement, dès qu'il y a un resserrement, une petite strangulation économique, un peu trop de drogue, parce que aussi, la réalité aussi c'est que pour tous ces gamins-là, il y a 10 ans, ils se fumaient des pétards. Hein. Maintenant, ils s'en envoient dans le pif. Ça te donne des comportements qui sont complètement différents. Pas du tout. Et puis c'est pas du tout la même au niveau financier, c'est pas du tout les mêmes retombées non plus. Donc forcément les moyens sont pas les mêmes. Et si tu possèdes pas de choses, tu es une personne. Donc il faut la bonne voiture, il faut la bonne femme, il faut le bel appartement.
Ils veulent ça, ils n'ont pas les diplômes pour, ils y accèdent par la violence, un peu de mélange de jeux vidéo, c'est facile de tuer les gens. Tous ces gamins-là, ils sont dans cette vision-là des choses et persuadés que pour être acceptés, il faut posséder. Mais c'est quoi ça? C'est le capitalisme. Notre-Dame veille. Mais sur qui veille-t-elle exactement? Sur les policiers en guerre contre les trafiquants sans foi ni loi. Sur la justice qui instruit plus de 100 règlements de compte sans trouver les coupables. Elle veille sur les politiques sans solutions efficaces. Sur les commerçants braqués sans pitié. Sur les animateurs sociaux sans subvention. Elle veille sur les jeunes sans emploi. Finalement, Notre-Dame veille sur tous les Marseillais, de plus en plus dépassés par la violence de leur ville, où il y a 2 fois plus de vols à main armée avec armes à feu qu'à Paris ou à Lyon. Une violence désormais sans fin et sans limite.